Mon frère m'a humilié devant 25 parents et m'a dit, tu ne fais pas partie de la famille. Lors de son dîner de fiançailles. Personne ne m'a défendu. 15 minutes plus tard, toutes les cartes à la table ont été refusées, le serveur m'a regardé et a dit, bon retour parmi nous, patronne. Son sourire s'est figé. Je m'appelle Olivia Brox. J'ai 34 ans et je reconstruis des hôtels et des restaurants en difficulté pour gagner ma vie. Je sais comment identifier les dettes cachées, la fausse confiance et une entreprise qui ne semble rentable que parce que quelqu'un déplace continuellement les pertes. Malheureusement, j'ai appris à reconnaître ces choses bien avant qu'elles ne deviennent ma profession. Je les ai apprises au sein de ma propre famille. Lors du dîner de fiançailles de mon jeune frère, 25 parents l'ont regardé lever une coupe de champagne, pointer du doigt la chaise vide à côté de moi et annoncer « Olivia a toujours préféré les contrats aux personnes. » Honnêtement, elle ne fait plus vraiment partie de la famille. La pièce est devenue silencieuse pendant une demi-seconde. Puis quelqu'un a ri. Une autre personne a baissé les yeux. Mes parents sont restés assis. Personne ne m'a défendu. Mon frère a souri comme s'il avait enfin prouvé quelque chose qu'il croyait depuis l'enfance, que mon utilité importait plus que ma présence. Il n'a pas mentionné que j'avais payé son loyer d'université après que notre père ait perdu son emploi. Il n'a pas mentionné le prêt commercial que je l'avais discrètement empêché de ne pas rembourser 3 ans plus tôt. Plus important encore, il ne savait pas pourquoi j'avais choisi ce restaurant particulier pour son dîner ni pourquoi le directeur général avait personnellement confirmé sa réservation avec moi. J'aurais pu le démasquer immédiatement. Au lieu de cela, je suis resté assise et je l'ai regardé commander une autre bouteille en utilisant une carte d'entreprise qui n'aurait jamais dû se trouver dans son portefeuille. 15 minutes plus tard, chaque carte connectée à sa table a cessé de fonctionner. Le serveur s'est approché, a ignoré les exigences de mon frère et s'est tourné directement vers moi. Bon retour parmi nous, patronne, a-t-il dit. Le sourire de mon frère s'est figé, mais le paiement refusé n'était que le plus petit secret qui attendait à cette table. Avant que je vous dise ce qu'il a dit ensuite, et ce qui s'est passé après que je me sois levé, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Mon frère s'appelait Ethan Brox, et à 31 ans, il avait appris à transformer le charme en crédit. Enfant, il pouvait casser quelque chose et convaincre notre mère que j'en étais la cause. Adulte, il a utilisé le même instinct à une plus grande échelle. Il ne créait pas d'entreprise. Il se tenait à côté des personnes qui le faisaient, empruntait leur langage et attendait que les étrangers supposent que le succès lui appartenait. Ma famille l'encourageait parce que la version de l'ambition d'Ethan semblait plus excitante que la mienne. Je passais de longues journées à examiner des budgets de rénovation, à résoudre des conflits de construction et à sauver des propriétés en difficulté. Ethan publiait des photographies sur des toits et se disait fondateur du Brox Hospitality Group. Le problème était qu'aucune entreprise enregistrée n'existait sous ce nom. Son logo venait d'un designer qu'il n'avait pas entièrement payé. Les images de ses hôtels provenaient de projets où il n'avait travaillé que brièvement, et certains des partenaires listés dans sa proposition n'avaient jamais accepté de le rejoindre. J'ai découvert jusqu'où il était allé quand l'un de ses promoteurs m'a appelé 6 mois plus tôt et a demandé pourquoi l'entreprise de ma famille utilisait des photographies d'une propriété que j'avais restaurée. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'Ethan n'exagérait plus. Il construisait une fausse identité à partir de morceaux de ma carrière. Sa fiancée, Lorraine, était physiothérapeute et avait économisé près de $80 000 pour une maison. Ethan l'a convaincu qu'acheter un lieu d'événement créerait plus de sécurité. Il lui a dit que notre famille avait des décennies d'expérience dans l'hôtellerie et que j'avais accepté de superviser l'investissement. Aucune de ces affirmations n'était vraie. 3 semaines avant le dîner de fiançailles, Lorraine a appelé mon bureau. « J'ai besoin de confirmer quelque chose », a-t-elle dit. « Garantissez-vous toujours le prêt de réaménagement d'Ethan ? » Je lui ai demandé de m'envoyer le document. Il portait le nom de mon entreprise et ce qui semblait être ma signature électronique, promettant $200 000 en garantie. Je n'avais rien signé. La falsification était assez convaincante pour quelqu'un d'extérieur à l'industrie, mais les erreurs étaient évidentes pour moi. L'adresse était obsolète. Le numéro de projet appartenait à un hôtel à Tulsa et la signature avait été copiée d'un registre public. Lorraine a admis qu'elle avait déjà transféré $45 000 sur ce qu'Ethan appelait un compte séquestre. Elle m'a supplié de ne pas le confronter immédiatement parce qu'elle craignait qu'il ne déplace l'argent. J'ai contacté mon avocate, Denise Carter,
et nous avons commencé à tracer tout ce que nous pouvions vérifier légalement. Les résultats étaient pires que la fausse garantie. Ethan avait utilisé les photographies de mes projets, s'était décrit comme associé directeur de mon cabinet et avait approché des fournisseurs en utilisant ma réputation. Il avait même listé la maison de nos parents comme futur bureau de l'entreprise sans le leur dire. Les 45 000 $ de Lorraine n'avaient jamais été placés sous séquestre. En l'espace de 2 jours, des parties de cette somme ont payé la location de voiture en retard d'Ethan, ses cotisations de club privé, ses cartes de crédit personnel et la compte pour le dîner de fiançailles. Ce dîner se tenait à Calder House, un restaurant construit à l'intérieur d'une ancienne centrale électrique ferroviaire restaurée à Saint-Louis. 10 ans plus tôt, le bâtiment avait été abandonné. J'ai passé 4 ans à réunir le financement et l'équipe de préservation qui l'ont ramené à la vie. Parce que la propriété appartenait à une société holding, la plupart des gens ne me connaissaient que comme sa consultante en réaménagement. Même ma famille ne savait pas que j'en étais la propriétaire principale. Ethan a sélectionné Calder House parce que l'endroit semblait cher et exclusif. Il s'est vanté que le directeur avait fait une exception pour lui. En réalité, j'avais approuvé la réservation et ordonné au personnel de traiter tout le monde avec professionnalisme tout en n'accordant aucun crédit au-delà de l'autorisation normale. Au moment où je suis entré dans le restaurant, je savais déjà que le prétendu compte d'entreprise d'Ethan contenait moins de 900 $. Denise avait également demandé une ordonnance d'urgence pour l'empêcher de déplacer ce qui restait de l'argent de Lorraine. Ce que je ne savais pas, c'était si ma famille écouterait quand la vérité apparaîtrait ou si elle me punirait comme elle l'avait toujours fait pour être la personne qui la remarquait. Ethan a accueilli les parents près de l'entrée comme si Calder House lui appartenait. Il portait un costume vert foncé, une montre en or que Lorraine avait probablement achetée, et le sourire détendu d'un homme qui croyait que les conséquences étaient des problèmes pour des personnes moins persuasives. Quand il m'a vu, son expression s'est crispée avant de s'illuminer pour la salle. « Tu es venu ?» a-t-il dit en m'agrippant l'épaule pour le photographe. Je n'étais pas sûr que ton emploi du temps permettait les événements familiaux. Les mots semblaient enjoués, mais ses doigts pressaient assez fort pour m'avertir. J'ai retiré sa main et les félicité. Il s'est penché plus près. Pas de discussion d'affaires ce soir. Je lui ai demandé de quelles affaires il parlait. Avant qu'il ne puisse répondre, notre mère l'a appelé vers un autre groupe. Lorraine est arrivée quelques minutes plus tard dans une simple robe bleu marine. Elle était magnifique mais mal à l'aise. Quand nous nous sommes embrassés, elle a murmuré « L'argent est toujours là, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit que nous parlerions en privé avant la fin de la soirée. Ethan est apparu entre nous presque immédiatement et l'a éloigné. Cette interruption a confirmé qu'il savait qu'elle avait des questions, même s'il ne savait pas qu'elle m'avait contacté. J'ai envisagé de l'emmener dehors, mais les instructions de Denise étaient claires. L'ordonnance de préservation avait été soumise, pourtant les banques avaient besoin de temps pour l'activer. Si Ethan devenait méfiant trop tôt, il pourrait déplacer l'argent, détruire des dossiers ou faire pression sur Lorraine pour qu'elle qualifie le transfert de dons. Nous avions besoin qu'il parle ouvertement devant des témoins. Le dîner a commencé avec la mythologie familiale habituelle. Notre père a loué les instincts d'entrepreneur d'Ethan, oubliant commodément que j'avais financé la plupart de ses projets d'enfance. Une tante l'a célébré pour la poursuite d'un héritage hôtelier de la famille Brox qui n'avait jamais existé. Chaque compliment renforçait l'identité qu'il avait inventée. J'ai regardé Lorraine sourire aux moments attendus tout en frottant son pouce. C'était la même habitude nerveuse que j'avais remarquée lors de notre appel téléphonique. De l'autre côté de la table, Ethan m'a surprise en train de l'étudier. Olivia nous analyse, a-t-il annoncé. Elle analyse tout parce que les sentiments n'apparaissent pas dans les feuilles de calcul. Plusieurs parents ont ri. J'ai répondu que les sentiments disparaissent rarement simplement parce que quelqu'un refuse de les documenter. Le sourire d'Ethan s'est rétréci. Quand le plat principal est arrivé, il s'est levé pour porter un toast. Il a remercié nos parents de lui avoir enseigné la loyauté et a loué Lorraine d'avoir cru en sa vision avant que les chiffres ne suivent. La phrase a valu des applaudissements de personnes qui ne comprenaient pas ce qu'elle admettait. Puis il s'est tourné vers moi. Ma sœur mérite aussi un peu de crédit, a-t-il dit. La regarder m'a appris ce qu'il ne faut pas devenir. Olivia a construit une carrière, mais elle a oublié de construire une vie. Quelques parents ont fixé leurs assiettes, mais Ethan a continué. Elle pense qu'envoyer de l'argent est la même chose que montrer de l'amour. Elle renifle pense que résoudre un problème lui vaut une place permanente à la table. Mais la famille n'est pas une transaction.
L'accusation m'a blessé parce qu'une partie était vraie. J'avais souvent utilisé l'argent pour éviter les conversations difficiles. Quand nos parents avaient besoin d'aide, je payais les factures sans les affronter pour avoir soutenu les combines d'Ethan. Quand Ethan échouait, je négociais avec les créanciers au lieu d'exiger des responsabilités. Chaque sauvetage le protégeait de la leçon dont il avait besoin. Ma réussite était devenue à la fois le fonds d'urgence de la famille et son arme préférée contre moi. Ils acceptaient ce que je fournissais, puis m'accusaient de croire que subvenir aux besoins était tout ce qui comptait. Ethan a levé son verre. Ce soir, il s'agit de personnes qui choisissent la famille. Certaines personnes n'apparaissent que lorsqu'elles veulent le contrôle. Puis il m'a regardé directement. Alors Olivia, sans vouloir t'offenser, tu n'as pas le droit d'agir comme si tu faisais partie de cette décision. Tu ne fais pas partie de la famille quand cela compte. Personne ne m'a défendu. Notre mère a ajusté sa serviette. Notre père a étudié son vin. Un cousin a offert un regard compatissant, puis a détourné les yeux quand Ethan l'a remarqué. 25 parents étaient assis dans cette pièce, beaucoup d'entre eux m'avaient appelé pour des prêts, des recommandations ou de l'aide. Pas un seul ne lui a dit d'arrêter. Lorraine a posé son verre. Ethan, ça suffit. Il a serré son épaule et a souri. Elle sait que je plaisante. Non, ai-je dit, tu ne plaisantes pas. La pièce s'est tue. Ethan a penché la tête. Alors peut-être que tu devrais partir avant de transformer une autre célébration en réunion de conseil d'administration. Il s'attendait à ce que j'explose ou que je batte en retraite. L'une ou l'autre réponse soutiendrait la version de moi qu'il avait vendue à Lorraine, froide, jalouse et obsédée par le contrôle. Au lieu de cela, je suis restée assise. Termine ton toast, ai-je dit. Tu n'auras peut-être pas d'autre occasion de raconter cette version de l'histoire. Son expression a vacillé, mais des rires nerveux lui ont permis de faire semblant d'avoir gagné. Sous la table, mon téléphone a vibré. Le message de Denise disait « Ordonnance accordée ». Les blocages sont actifs. Ne discutez pas des détails jusqu'à ce que la direction confirme la réponse du compte. J'ai verrouillé l'écran. Ethan croyait que mon silence signifiait l'humiliation. En réalité, j'évaluais les dégâts de la même manière que j'évaluais une propriété en difficulté. Les fissures visibles étaient des insultes et un statut emprunté. Les dommages structurels étaient un consentement falsifié, de l'argent manquant et une famille entraînée à protéger celui qui causait le plus de chaos. Un bâtiment endommagé aussi profondément ne pouvait pas être réparé avec de la peinture fraîche. D'abord, quelqu'un devait couper le courant. Après le toast, Ethan s'est comporté comme si la soirée lui appartenait à nouveau. Il a commandé 2 bouteilles de champagne millésimées sans vérifier le prix et a dit au serveur de les mettre sur le compte de l'entreprise. Calder House ne maintenait aucun compte de ce type pour lui, mais le serveur a hoché la tête et a transmis la demande au directeur général, Marcus Reed. Marcus avait travaillé à mes côtés depuis que le bâtiment était une centrale électrique ferroviaire abandonnée remplie d'équipements rouillés. Il connaissait chaque prêteur, entrepreneur et crise auquel nous avions survécu, et il savait qu'il ne devait pas révéler ma propriété à moins que je ne l'autorise. Lorsqu'il est passé devant la salle privée, nos regards se sont brièvement croisés. Je ne lui ai donné aucun signal. Pas encore. Ethan circulait parmi les invités, promettant que le premier établissement de son entreprise ouvrirait dans les 8 mois. Il a offert à un oncle une opportunité d'investissement, a promis à un cousin un poste de direction et a assuré à nos parents qu'ils n'auraient jamais à se soucier de leur retraite une fois son portefeuille élargi. Chaque promesse dépendait d'argent qu'il ne possédait pas et d'une autorité qu'il avait volée. Lorraine écoutait avec une confusion croissante avant de demander « De quelle propriété parles-tu » Ethan a ri et a dit que c'était celle dont ils avaient discuté. Quand elle lui a rappelé qu'ils avaient envisagé 3 emplacements et n'avaient rien signé, il a embrassé son front et lui a dit de ne pas s'inquiéter des affaires pendant leur célébration. Puis il a continué à parler à notre oncle. Le rejet semblait affectueux, mais j'ai reconnu la tactique. Réduire une question légitime à un bruit émotionnel, puis récompenser la pièce pour l'avoir ignorée. Les derniers plats sont arrivés avec l'addition glissée dans une pochette en cuir. Ethan a inséré une carte noire sans regarder le total. Prenez en charge toute la table, a-t-il annoncé, et ajouté 20%. Plusieurs parents ont loué sa générosité. 5 minutes plus tard, le serveur est revenu et a discrètement demandé un autre moyen de paiement. Ethan a froncé les sourcils. Passez-la de nouveau.
Lorsque le serveur a expliqué que la transaction avait été refusée, Ethan a ri bruyamment. Protection contre la fraude. Cela arrive quand on dépense à ce niveau. Sa deuxième carte était connectée au compte contenant l'argent de Lorraine. Le blocage légal l'avait atteinte moins de 20 minutes plus tôt. Elle a échoué aussi. La conversation s'est tue pendant qu'Ethan essayait une carte personnelle et une autre portant le nom de Brox Hospitality Group. Les deux ont été refusés parce que leur limite avait déjà été dépassée. Lorraine a pointé la deuxième carte. Pourquoi utilises-tu ce compte? Ethan a dit que c'était temporaire. Tu m'as dit que mon acompte était sous séquestre, a-t-elle répondu. Il a baissé la voix. Pas ici. Lorraine a refusé de baisser la sienne. Mon argent est-il toujours là? Notre mère est intervenue. Il y a de toute évidence un problème bancaire. Olivia, peux-tu couvrir l'addition et laisser Ethan te rembourser demain? Sa demande est venue si naturellement que personne n'a immédiatement reconnu ce qu'elle révélait. Ethan pouvait déclarer publiquement que je ne faisais pas partie de la famille, mais au moment où sa performance nécessitait de l'argent, on s'attendait à ce que je le rétablisse. Pourquoi la personne qui ne fait pas partie de la famille paierait-elle pour le dîner de famille, ai-je demandé. Elle a rougi. Ne sois pas puéril. La tromperie d'Ethan était traitée comme un inconvénient mineur. Mon refus de la financer était de la puérilité. Je n'ai pas besoin de son aide, a lancé Ethan. Il a ordonné au serveur d'amener le directeur, affirmant que le système du restaurant bloquait des cartes valides. Le serveur est resté professionnel. Monsieur Brox, notre système fonctionne normalement. Ethan a élevé la voix et a exigé un forçage. Quand Marcus est entré, Ethan s'est levé et a accusé le personnel de l'humilier. Réparer le système, offrez le champagne et traitez ma carte d'entreprise manuellement. Marcus a examiné les cartes. Le système fonctionne. Ces comptes ont été refusés par leurs institutions émettrices. Ethan s'est approché. Savez-vous qui je suis? Marcus a répondu, je sais que la réservation est à votre nom. Ethan a pris la retenue pour de la faiblesse. Mon entreprise a amené 25 invités ici. J'attends du respect. Marcus est resté immobile. Le respect ne nous permet pas d'approuver des fonds non disponibles. Quelques parents ont détourné le regard. Appelez le propriétaire, a exigé Ethan. On m'a dit que le propriétaire avait approuvé cet événement. Marcus s'est détourné de lui et a marché vers ma chaise. La pièce est devenue complètement silencieuse. Il a placé une main sur la pochette de l'addition, m'a fait un signe de tête et a dit, bon retour parmi nous, patronne. Souhaitez-vous que je transfère le solde impayé sur le compte de la maison pendant que cette affaire est résolue? L'expression d'Ethan a changé par étapes. Confusion, calcul, puis peur. Patronne, a-t-il répété. Marcus a répondu, Madame Brox est la propriétaire principale de Calder House. Mon père m'a dévisagé. Ethan a cherché dans la pièce des rires qui ne sont jamais venus. Alors, c'était un piège. Tu nous as amenés ici pour m'humilier. J'ai secoué la tête. C'est toi qui as sélectionné Calder House. Tu t'es humilié toi-même parce que tu as cru que connaître le directeur te rendait puissant et tu as supposé que je paierais avant que quiconque ne demande où est passé ton argent. Lorraine a lentement fait tourner sa bague de fiançailles autour de son doigt. Ethan l'a remarqué. Lorraine, cela n'a rien à voir avec nous. Ethan m'a immédiatement attaqué. Elle t'a mis cette idée en tête, a-t-il dit à Lorraine. Olivia attendait de détruire cela parce qu'elle ne supporte pas de voir quelqu'un d'autre réussir. Il s'est tourné vers nos parents. Vous savez tous comment elle est. Elle contrôle les gens avec l'argent, puis les punit quand ils refusent d'obéir. Plusieurs visages ont montré de l'incertitude. Ethan n'a jamais eu besoin que les gens le croient complètement. Il avait seulement besoin qu'il doute de la vérité assez longtemps pour qu'il y échappe. Je me suis levé et j'ai posé mon téléphone sur la table. Lorraine m'a contacté parce que tu lui as donné une garantie portant le nom et la signature de mon entreprise. Les yeux d'Ethan se sont aiguisés. C'était un brouillon. J'ai expliqué qu'elle avait été présentée comme un engagement exécuté. La signature avait été copiée d'un registre public. L'adresse de l'entreprise était obsolète et le numéro de projet appartenait à un hôtel en Oklahoma. Il s'était également décrit comme associé directeur dans mon cabinet. Mon père a demandé à Ethan de le nier. Ethan a écarté les mains.
J'ai utilisé l'expérience d'Olivia parce que nous sommes une famille. Je construisais quelque chose qui profiterait à tout le monde. Je lui ai demandé si je l'avais autorisé. Tu aurais dit non, a-t-il répondu. Alors tu comprends ce que signifie l'autorisation. Notre mère a tourné sa colère vers moi. Pourquoi n'as-tu pas réglé cela en privé? J'ai répondu parce que l'argent de Lorraine avait été déplacé en privé. Ma signature a été falsifiée en privé. Les fournisseurs ont été trompés en privé. Ce soir est devenu public parce qu'Ethan a fait de son entreprise imaginaire la pièce maîtresse d'une célébration publique. Elle a insisté sur le fait qu'il devait y avoir une explication. Il y en a une, ai-je dit. Pendant des années, chaque fois qu'Ethan a franchi une limite, nous l'avons renommé. Le vol est devenu un emprunt. Le mensonge est devenu de la confiance. L'échec est devenu de la malchance. Quiconque s'y opposait devenait non solidaire. C'est ainsi que nous sommes arrivés à cette table. Ethan a frappé la table de la paume de sa main. Tu m'as toujours détesté. J'ai répondu honnêtement. Non. Pendant des années, je t'ai aimé sans exiger que tu deviennes digne de confiance. Et c'est l'une des pires choses que je t'ai faites. Quand il avait 22 ans. J'avais payé 6 mois de son loyer après qu'il ait dépensé ses économies pour une fête de lancement d'une entreprise qui n'a jamais ouvert. À 26 ans, j'ai négocié un plan de remboursement avec un fournisseur qu'il blâmait pour l'échec de son entreprise de restauration. 3 ans plus tôt, je lui avais prêté $30 000 après qu'il ait promis d'arrêter d'utiliser de nouvelles dettes pour dissimuler d'anciennes dettes. Il a remboursé 2 000 et a dit à la famille que j'avais investi dans sa vision. Chaque sauvetage le protégeait de la leçon qui aurait dû suivre. Vous voyez, a dit Ethan, elle tient des registres sur la famille. J'ai répondu, parce que tu réécris chaque événement une fois que les conséquences disparaissent. Lorraine a retiré sa bague et l'a tenue dans sa paume. As-tu utilisé mon acompte pour payer ce dîner? Ethan a adouci sa voix. J'en ai déplacé une partie pour les flux de trésorerie. L'argent devait revenir après la réunion avec l'investisseur. Lorraine a demandé quel investisseur. Il a nommé le promoteur local Charles Vance, qui avait rejeté la proposition d'Ethan 2 mois plus tôt. Quand j'ai révélé qu'Ethan m'avait accusé de saboter l'accord, je lui ai dit, je n'ai pas eu à le faire. J'ai dit qu'il avait reconnu les photographies de mes propriétés et contacté mon bureau. Son avocat a demandé la preuve que tu avais la permission de les utiliser. Tu n'en as fourni aucune. J'ai montré à Lorraine la mise en demeure qu'Ethan avait reçue avant qu'elle ne transfère ses économies. Tu savais qu'il n'y avait pas d'investisseur, a-t-elle murmuré. Ethan a affirmé qu'il croyait que Vance reconsidérerait sa décision. Lorraine l'a fixé. Tu m'as dit que l'engagement était définitif. Ethan a dit qu'il l'avait protégé d'un stress inutile. Lorraine a ri une fois. Tu as volé mes économies pour me protéger. Son sang-froid s'est fissuré. Je n'ai rien volé. Nous allions nous marier. Cela allait être notre argent. La pièce a réagi différemment maintenant. Tout le monde pouvait entendre la conviction derrière ces mots. Il considérait l'accès comme équivalent à la propriété. Nous ne sommes pas mariés. Lorraine a dit, même si nous l'étions, tu ne posséderais pas tout ce que j'ai gagné avant de te rencontrer. Denise est entrée avec un jury comptable et un huissier de justice. Elle s'est présentée comme mon avocate et a demandé si Lorraine consentait à discuter des relevés de compte devant la famille. Lorraine a regardé les parents qui avaient applaudi le faux succès d'Ethan. Oui, je veux qu'ils l'entendent. Denise a expliqué que le tribunal avait accordé une ordonnance de préservation temporaire parce que les fonds contestés semblaient risquer d'être dépensés. L'ordonnance ne déclarait pas Ethan coupable, mais elle empêchait de nouveaux transferts pendant l'examen. Un peu plus de $17 000 restaient traçables sur les 45 000 initiaux de Lorraine. Lorraine a agrippé une chaise. Qu'est-il arrivé au reste? Denise a expliqué qu'environ $28 000 avaient été dépensés pour la location de voitures d'Ethan, les cotisations de son club privé, ses cartes de crédit, un versement pour une montre de luxe, des services de marque. Des acomptes de restaurant et un transfert de $5 000 à une autre personne. Lorraine a demandé qui avait reçu le transfert. Denise a identifié Madison Cole, une consultante en marketing incluse dans la proposition d'Ethan. Le visage de Lorraine a changé. Tu m'as dit qu'elle n'était plus impliquée. Ethan a affirmé que c'était un paiement commercial légitime. Denise a répondu que le mémo indiquait un remboursement de week-end à Miami.
Lorraine a demandé si Ethan avait voyagé à Miami avec Madison. Il a appelé cela une conférence. Elle lui a rappelé qu'il avait prétendu inspecter une propriété à Nashville à ces dates. Au lieu de répondre, Ethan m'a regardé. Quelle part de ma vie as-tu enquêté? Seulement les parties que tu as connectées à mon nom, à mes propriétés, ou à l'argent disparu de Lorraine, ai-je dit. Le reste s'est exposé tout seul. Il m'a traité de rancunière. J'ai admis que j'étais en colère. J'étais en colère qu'il ait copié ma signature, utilisé la carrière dont il se moquait pour que Lorraine se sente en sécurité, et qu'il se soit attendu à ce que je paie son addition quelques minutes après avoir déclaré que je ne faisais pas partie de la famille. Mais ma colère n'a pas créé ces dossiers. J'ai dit, c'est toi qui l'as fait. Mon père a alors demandé si Ethan avait inclus la maison de nos parents dans sa proposition. Ethan a détourné les yeux. Denise a expliqué qu'une demande de prêt décrivait la propriété comme un actif opérationnel contrôlé par la famille, bien qu'Ethan n'ait aucun droit de l'offrir. Le prêt n'avait pas été approuvé, mais l'affirmation pouvait toujours exposer nos parents à une enquête. Ma mère l'a fixé. Tu as utilisé notre maison. Ethan a dit qu'il avait seulement créé de la crédibilité. Nous t'avons défendu, a-t-elle murmuré. Alors continuez à me défendre, a lancé Ethan. C'est ce que fait la famille. La commande révélait tout. Il ne considérait pas la loyauté comme de l'amour. Il la considérait comme une protection contre les conséquences. Ethan a accusé Lorraine de trahison, insistant sur le fait qu'elle avait toujours compris que les affaires impliquaient des risques. Il a qualifié le dîner de dépenses partagées et a affirmé que le transfert vers Miami était innocent. Lorsqu'il a tendu la main vers la bague dans sa paume, elle a fermé le poing. Ne me touche pas. Sa voix s'est durcie. Tu gâches notre avenir parce qu'Olivia veut se venger. Lorraine a répondu, il n'y a pas d'avenir construit sur une signature qu'elle n'a jamais donnée, un investisseur qui ne s'est jamais engagé et de l'argent que tu n'as jamais eu. Un oncle a suggéré qu'Ethan rembourse l'argent et s'excuse. Denise a précisé que le remboursement n'effacerait pas les documents falsifiés ou les fausses représentations. Ethan m'a regardé. Alors, tu veux que je sois arrêté? Je lui ai dit que je pouvais décider des poursuites civiles à engager, mais pas si les autorités allaient enquêter. C'est la différence entre la vengeance et les conséquences. La vengeance signifierait inventer de la douleur parce que je voulais que tu souffres. Les conséquences sont ce qui reste quand tout le monde cesse de te protéger de tes décisions. Il a regardé autour de lui, attendant que quelqu'un le sauve. Notre mère adoucissait habituellement les faits. Notre père offrait une autre chance. Je négociais la dette. Cette fois, personne n'a parlé. Les parents qui avaient ri lorsqu'il m'avait exclu de la famille évitaient maintenant son regard. Ethan a fait une dernière tentative. Olivia possède le restaurant, contrôle l'avocate, et a probablement contrôlé les cartes. Tout ce dîner a été conçu pour la faire paraître puissante. J'ai ouvert la pochette de l'addition. Le solde est de 12 480 $. L'acompte de 4 000 $ provenait des fonds de Lorraine, je vais donc le retourner sur le compte préservé. Je couvrirai le reste des frais de nourriture et de service parce que mes employés méritent d'être payés, mais je ne décrirai pas ce paiement comme une aide pour toi. Ethan a souri amèrement. Elle a le droit d'être l'héroïne. J'ai secoué la tête. Le personnel est payé. Lorraine obtient des documents. Nos parents reçoivent des conseils juridiques. Tu reçois une facture détaillée montrant ce que t'a coûté ta performance. Marcus l'a placé devant lui. Pour la première fois de la nuit, Ethan a paru petit, non pas parce que j'avais crié, mais parce qu'aucune de ces histoires ne pouvait changer les chiffres. Lorraine a placé sa bague de fiançailles à côté de la coupe de champagne intacte d'Ethan. Elle ne l'a pas jetée ni n'a fait de discours dramatique. Je mets fin aux fiançailles, a-t-elle dit. Ne viens pas à mon appartement et ne contacte pas mon employeur. Toute communication concernant mon argent passera par un avocat. Ethan a fixé la bague comme si c'était une autre carte refusée. Il lui a dit qu'elle était émotive et qu'elle regretterait d'avoir pris une décision permanente pendant une soirée stressante. Lorraine a répondu, tu as pris les décisions permanentes sur 6 semaines. Je ne fais que les reconnaître. Quand il a tendu la main vers son bras, Marcus s'est approché et Ethan a reculé. Mon père s'est placé à côté de Lorraine. C'était le premier acte direct de protection que quelqu'un de ma famille immédiate avait montré ce soir-là. Tu dois partir, a-t-il dit à Ethan. Mon frère l'a fixé.
Tu l'as choisi elle plutôt que ton propre fils. Mon père a répondu, je choisis la personne dont tu as utilisé l'argent et à qui tu as refusé de répondre. Ethan a dit, le sang devrait compter. Il a compté quand tu as utilisé notre adresse. Notre mère s'est mise à pleurer, mais pas de la manière à laquelle Ethan s'attendait. Elle s'est excusée auprès de Lorraine, puis s'est tournée vers moi. J'aurais dû l'arrêter quand il t'a parlé de cette façon. J'ai apprécié les excuses sans permettre qu'elles effacent le schéma. Tu aurais dû arrêter plus que le toast, ai-je dit. Tu nous as appris que son confort importait plus que la vérité. Il a appris qu'il pouvait continuer à escalader, et j'ai appris qu'être utile était le prix de l'appartenance. Elle a hoché la tête parce qu'il n'y avait plus rien d'honnête à contester. Ethan a menacé de m'exposer pour avoir manipulé le tribunal. Denise l'a calmement informé qu'on lui signifiait l'ordonnance de préservation et les avis connexes. Lorsqu'il a refusé l'enveloppe, l'huissier l'a posée sur la table et a documenté la livraison. Ethan a fait tomber la pochette de l'addition par terre et m'a accusé de détruire son entreprise. Je lui ai rappelé qu'aucune entreprise enregistrée n'existait. Le site web et les documents de proposition utilisant ma propriété intellectuelle avaient déjà reçu des demandes de retrait, et les fournisseurs avaient été informés qu'ils n'avaient pas l'autorité pour représenter mes entreprises. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, a-t-il demandé. C'était la première question sincère qu'il posait, mais elle traitait toujours son avenir comme la responsabilité de quelqu'un d'autre. Dis la vérité, ai-je dit. Rends ce que tu peux. Coopère avec la comptabilité. Arrête d'utiliser les noms des autres. Engage un avocat et trouve un vrai travail. Il a secoué la tête. Tu veux que je rampe? J'ai répondu, non, je veux que tu te tiennes debout sans t'appuyer sur un mensonge. La sécurité a escorté Ethan hors de la salle privée lorsqu'il a refusé de baisser la voix. Il est passé devant les mêmes parents qui avaient loué son futur empire moins de 2 heures plus tôt. Personne ne l'a suivi. Dehors, le voiturier ne pouvait pas lui rendre sa voiture de location car son compte était entré en révision pour défaut de paiement. Il est parti dans un véhicule de covoiturage commandé depuis son téléphone. Les détails se sont répandus rapidement, mais je n'y ai pris aucun plaisir. L'embarras public n'était pas sa véritable punition. Le vrai prix était que Lorraine ne le croyait plus. Nos parents ne garantissaient plus ces histoires. Les fournisseurs avaient été prévenus. Et chaque promesse attachée à ma réputation avait été rompue. Pour la première fois, il faisait face à des conséquences sans m'utiliser comme bouclier ou comme méchante. L'enquête a continué après cette soirée. Lorraine a récupéré les 17 000 $ préservés en quelques semaines. D'autres fonds ont été retournés après qu'Ethan ait vendu la montre, annulé son adhésion au club et restitué des articles achetés avec les fonds contestés. Il ne pouvait pas tout rembourser en une seule fois. Un règlement civil a donc exigé une restitution échelonnée et lui a interdit d'utiliser le nom Brox dans des entreprises hôtelières sans identifier l'entité légale réelle. La garantie falsifiée a été soumise pour examen. Parce qu'il a finalement coopéré et n'avait aucun casier judiciaire préalable, le résultat s'est concentré sur la restitution, la conformité supervisée et les exigences de prévention de la fraude plutôt que sur la prison. Les conséquences étaient moins dramatiques, mais plus durables. Son activité financière a été surveillée. Ses affirmations professionnelles sont devenues vérifiables, et il ne pouvait plus emprunter ma réputation. Lorraine a déménagé de leur appartement partagé et est retournée à son objectif initial d'acheter une maison. Des mois plus tard, elle m'a envoyé une photographie d'une petite maison en briques avec un érable devant. Son message disait, ce n'est pas un lieu d'événement, mais c'est réel. Je l'ai sauvé. Réel était devenu un mot sous-estimé dans notre famille. Ethan ne s'est pas excusé immédiatement. Ses premiers messages m'ont blâmé, puis Lorraine, puis nos parents. Je les ai ignorés. 6 mois plus tard, il a envoyé un courriel plus court sans demander d'argent ni prétendre qu'il avait été mal compris. Il a écrit, je n'arrêtais pas de penser qu'être impressionnant me rendrait finalement légitime. Chaque fois que tu m'as sauvé, j'ai traité cela comme la preuve que je méritais un autre risque. Je ne sais pas si tu me pardonneras. J'ai répondu par 2 phrases. Le pardon et l'accès ne sont pas la même chose. Continue d'honorer le règlement et construis une vie qui ne nécessite pas que les autres ignorent la vérité. Nous ne sommes pas redevenus proches. La guérison n'exigeait pas de prétendre que les dommages n'avaient jamais eu lieu. Après le départ des parents, je suis resté à Calder House pendant que le personnel réorganisait la salle privée.
Renifle les fleurs de fiançailles étaient toujours disposées au centre de la table, magnifiques et complètement déconnectées de ce que la soirée était devenue. Marcus a demandé si je voulais qu'elles soient jetées. Je lui ai dit de les envoyer à une maison de retraite voisine. Il n'y avait aucune raison de gaspiller quelque chose de vivant simplement parce que la promesse qui y était attachée était morte. Mes parents attendaient près de l'entrée. Notre père s'est excusé d'être resté silencieux pendant le toast d'Ethan. Notre mère a admis qu'elle s'était attendue à ce que j'absorbe l'insulte parce que j'étais la forte. Je lui ai dit que la force n'était pas une permission de continuer à blesser la même personne. Les familles attribuent souvent des rôles parce que les rôles rendent le dysfonctionnement plus facile à gérer. Un enfant devient le rêveur, un autre devient le sauveteur, et finalement tout le monde oublie que les deux sont des adultes responsables de leur choix. Ethan avait été autorisé à confondre le charme avec le caractère. On m'avait encouragé à confondre le sacrifice avec l'amour. Aucune de ces leçons n'était saine. Je devais aussi affronter quelque chose d'inconfortable à propos de moi-même. Une partie de moi avait voulu qu'Ethan ressente l'humiliation qu'il m'avait infligée à plusieurs reprises. Quand Marcus m'a appelé patronne, j'ai ressenti de la satisfaction. Prétendre le contraire aurait fait de ma version de l'histoire une autre performance. Mais la satisfaction n'était pas la raison pour laquelle j'avais recherché les dossiers, protégé l'argent restant de Lorraine ou empêché Ethan d'utiliser mon nom. La colère m'a alerté qu'une limite avait été violée. Les preuves m'ont montré ce qui devait être fait. La responsabilité a exigé que j'agisse sans devenir cruel. Cette distinction a changé ma façon de comprendre la vengeance. La vengeance demande, comment puis-je faire souffrir cette personne autant que moi? La responsabilité demande ce qui doit s'arrêter pour que le préjudice ne puisse pas continuer. La première peut devenir une autre forme de contrôle. La seconde protège la vérité même lorsque la vérité embarrasse les personnes que nous aimons. Ethan a perdu ses fiançailles, sa fausse identité commerciale, son accès aux sauvetages familiaux faciles et une grande partie de sa réputation. Ces pertes étaient sévères, mais je ne les ai pas inventées. Elles étaient déjà intégrées dans chaque document falsifié et chaque transfert non autorisé. J'ai simplement cessé de me tenir entre lui et la structure qu'il avait créée. J'ai cru un jour que l'indépendance financière me rendrait immunisé contre le rejet familial. Ce ne fut pas le cas. Les titres de propriété pouvaient protéger un bâtiment, mais ils ne pouvaient pas obliger les membres de la famille à me défendre. Le succès professionnel pouvait révéler la fraude, mais il ne pouvait pas remplacer une conversation honnête. Ce qui m'a finalement changé, c'est d'apprendre que l'appartenance ne devrait jamais exiger le silence, le paiement ou un pardon sans fin sans réparation. L'amour peut être patient, mais la patience n'est pas une permission. La loyauté peut être généreuse, mais la générosité sans limite devient le financement du déni de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là ne s'est pas terminée par une parfaite réunion de famille. Lorraine est partie le cœur brisé. Mes parents ont dû examiner des années de favoritisme. Ethan a fait face à des conséquences qui l'ont suivi bien après que les lumières du restaurant se soient éteintes. J'ai perdu la croyance réconfortante que sauver tout le monde faisait de moi une bonne sœur. Pourtant, de ces dommages est né quelque chose de plus précieux que l'image que nous avions protégée. La clarté. Alors posez-vous la question, combien de temps quelqu'un devrait-il rester silencieux simplement parce que la personne qui le blesse partage son sang? Protégeriez-vous la réputation d'un parent si cela mettait en danger l'avenir de quelqu'un d'autre? Et à quel moment aider devient-il participer au mensonge? Je n'ai pas gagné parce qu'un serveur m'a appelé patronne. J'ai gagné au moment où j'ai cessé de permettre à ma famille de définir l'amour comme tout ce qui gardait Ethan à l'aise. Calder House était à moi sur le papier, mais ma voix n'est devenue mienne que lorsque je l'ai utilisée. La chose la plus importante que j'ai reconstruite cette nuit-là n'était pas un restaurant, un compte bancaire ou même ma relation avec mes parents. C'était ma compréhension de la famille. La vraie famille n'exige pas que vous cachiez la vérité pour préserver les apparences. La vraie famille dit la vérité tôt, respecte les limites, accepte les conséquences et choisit la réparation plutôt que la performance. Parfois, s'exprimer vous fera paraître déloyal aux yeux des personnes qui ont bénéficié de votre silence. Parlez prudemment quand même. Documentez ce qui compte. Protégez ceux qui sont induits en erreur. Admettez vos propres erreurs. Refusez de confondre la vengeance avec la responsabilité. Mais ne laissez jamais la peur d'être qualifié de rancunier vous garder piégé dans la tromperie de quelqu'un d'autre. La vérité peut briser une soirée d'apparence parfaite.
Un mensonge laissé protéger assez longtemps peut briser une vie entière. Nous espérons que l'histoire vous a donné à la fois du drame et un message significatif. Tous les événements de cette vidéo sont fictifs et réalisés uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Nous espérons que cela vous rappelle que lorsque les gens traitent votre patience comme une permission, choisir la distance n'est pas de la cruauté. C'est le moment où vous protégez enfin la partie de vous-même qu'ils n'ont cessé de blesser.